Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les matins, revue d'actu et du marché. Le marché est dingue, le marché est dans le vert. Regardez-moi ce Stax en une semaine à 81%, bientôt un x2, c'est fou. Alors, moi je n'avais pas racheté à cette période-là déjà parce que je pensais que ça irait plus bas et parce que j'en avais acheté vraiment sur les plus bas. Moi j'en avais acheté autour de 27, j'avais déjà pris des profits à l'époque donc j'étais pas intéressé, mais waouh quoi. Le marché est vraiment dans le vert. On verra que en plus des nouvelles de Monsieur Powell, comme j'ai fait la vidéo hier, il y a des éléments en plus qui drive en fait tout ça, donc on va en parler dans cette vidéo. La map est dingue. Personnellement, j'achète pas, hein, vous l'aurez compris, quand je vois des plus 20%, c'est super super agréable à l'œil, mais c'est à mon avis trop tard, hein, pour prendre des positions. En tout cas, c'est mon point de vue. On commence par les news. On a ici une nouvelle demande d'ETF, hein, tout simplement, donc Valkyrie. C'est un fonds d'investissement. Très intéressant, c'est que eux, ils demandent vraiment un ETF Bitcoin Spot, vous voyez, donc listé au Nasdaq avec des vrais Bitcoins derrière. Donc c'est le gros point important, encore une fois, si vous n'avez pas la référence, c'est-à-dire qu'il y a trois types d'ETF. En tout cas pour le moment, pour le Bitcoin, enfin pour les cryptos potentiellement, il y a les trusts, il y a les ETF futurs et les ETF spot. Les spots n'existent pas encore, hein, c'est les demandes qui sont faites. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur BlackRock pour mieux comprendre ça. C'est quelque chose que j'explicite plutôt bien, il me semble. Notons que Valkyrie, du coup, avait déjà convoité un potentiel produit de ce genre-là. Il voulait racheter, du coup, le Grayscale Trust, hein, le GBTC. Ça, vous voyez, c'était en janvier de cette année, donc il y a à peu près 6 mois. Du coup, en fait, c'est pas vraiment nouveau non plus. Par contre, le fait que ce soit du spot est très très important, hein. C'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer. C'est est-ce que c'est bien des ETF spot euh, qui vont être validés avec listing au Nasdaq. Ça, ce serait vraiment une grosse news pour le coup. Donc pour le moment, on est dans l'attente. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré hier. Monsieur Powell, hein, qui nous a fait une petite, un petit plaisir sur les stablecoins. Il a dit que globalement, les stablecoins, ça pouvait être considéré comme des monnaies, donc au moins comme des moyens de paiement à venir. Donc bien entendu, ça suppose qu'il faut deux choses. Déjà que ça garde bien la parité avec le dollar, et deuxièmement que ils vont en prendre le plein contrôle, hein, parce que vous comprenez bien qu'il ne va pas y avoir de la monnaie ou un token considéré comme une monnaie qui ne sera pas contrôlé par l'État. Donc les stablecoins, en tout cas ceux qui seront considérés comme tels aux USA, vont vraisemblablement être contrôlés intégralement. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles le BUSD s'est fait dégager, hein. Vous le savez, il n'y aura plus de BUSD d'ici février 2024, hein. L'entreprise Paxos qui a arrêté de les émettre et concrètement, tout simplement, la fin du BUSD. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec Tether, parce qu'ils vont avoir peut-être plus de mal à le contrôler. On sait que l'USDC et Circle, globalement, ça va être facile. Enfin, ça va être beaucoup plus simple. Mais ça va pas forcément être le cas pour tous. Donc vu qu'il y a quand même cette idée de e-dollar, de CBDC, tout ça, on va voir ce qui se passe. Peut-être que les stablecoins sont une espèce de transition avant les MNBC. On va voir ce qui se passe, hein. Il y a différents scénarios. Donc c'est à la fois positif parce que comment dirais-je, ça donne une vision positive et plus sécuritaire du marché crypto, mais en même temps c'est full contrôle quoi. C'est-à-dire que vraiment tout va être traqué et on se dirige vers la fin du cash. Donc il n'y a pas que des très très bons points. Et là on voit qu'il nous cite un petit encadré, on va lire ensemble. Nous ne soutiendrons pas du coup le rattachement direct de comptes bancaires d'individuels à la Fed. D'accord, ça c'est bien. Si nous devions supporter à un moment donné dans le futur, pardon, une MNBC, cela serait une intermédiaire par le système bancaire, donc non géré directement par la Fed. Du coup, ça c'est un point intéressant parce que j'avais vu des théories disant que en fait on va se passer des banques régionales ou des banques internationales, mais pour directement être ralliés du coup aux banques centrales. Eux disent non. En tout cas, c'est leur propos pour le moment. Donc c'est-à-dire que même s'ils vont contrôler potentiellement l'USDC puis les MNBC, ils vont pas forcément se passer de ces banques-là, donc ça paraît logique en même temps, ça ferait tellement de destruction d'emplois et de problématiques dans la finance tradie que ça paraît logique que le discours soit celui-ci pour le moment, et même qu'on en reste comme ça pendant très longtemps. Ce serait pas étonnant, mais à suivre. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux penchants. Le premier, bah oui, c'est super positif pour le marché à un instant T, à l'heure actuelle. À long terme, pour nos libertés individuelles, c'est pas si certain que ça. Donc à voir. Ensuite, on continue, hein, sur les bonnes nouvelles, du coup, en tout cas sur les nouvelles qui font pump le marché. HSBC qui, du coup, veut renouer avec la blockchain, qui a des propos très positifs. Voilà, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Maintenant, ils reconnaissent aussi dans l'article que, à l'heure actuelle, ils en font pas forcément grand-chose, et surtout que le fonctionnement n'est pas forcément adapté, vous le voyez, c'est marqué ici, reste inadapté à la plupart des clients.
Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Dur à dire. Moi, je pense pas qu'elle soit vraiment inadaptée, mais je pense qu'il faut quand même continuer à défendre le système traditionnel pour le moment et faire une transition qui va être en douceur, étape par étape. Donc, pour le moment, on dit du bien. Dans quelques mois, on va retaper dessus, puis on redira du bien. Enfin, vous voyez, ça va sûrement se passer comme ça au fil du temps pour une implémentation qui va peut-être être par étape. Mais voilà, on est dans une période où c'est positif. Du coup, le grand gagnant de tout ce qu'on a vécu dernièrement, bah ouais, c'est Bitcoin. Ça, on le voit, hein. C'est bien lui qui drive le marché. On ira voir quelques indicateurs après. Bitcoin, vous voyez, sur la semaine, 20%. 20%. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des cryptos qui ont fait plus que 20%. Si vous regardez ici, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors que Bitcoin, la capitalisation, elle est énorme. Pour que Bitcoin prenne 20%, bah, il faut y aller fort par rapport aux autres. Donc oui, le grand gagnant, c'est Bitcoin. Parce que en Amérique notamment, les autres cryptos sont ciblés. C'est-à-dire que la SEC a quand même envie de mettre des bâtons dans les roues à tout ce qui est finance décentralisée et tout ce qui est validé par le proof of stake. Donc ça marche pas très très bien. Par contre, Bitcoin n'a jamais été inquiété, même si Ether n'a pas été trop inquiété non plus. Et les stablecoins, bah, ils sont en train de devenir potentiellement les outils des régulateurs américains pour traquer la monnaie. Donc ça va se faire par étapes, hein. Le Tether, ça va pas être si simple que ça, mais l'USDC, comme on l'a dit juste avant, ça va venir. Donc au final, qui s'en sort le mieux pour le moment? C'est le BTC. Et là, je suis complètement d'accord, c'est complètement impossible de renier ce fait-là, hein, parce que c'est juste un fait chiffré, hein, qu'on peut observer ici tous les jours, en fait. C'est clairement ça. On peut regarder aussi, pour s'en convaincre, la Bitcoin dominance, hein. Vous voyez, on est retourné à 10, donc c'est clairement le BTC qui bénéficie de tout ça. Et on l'a vu, hein, les ETF sont sur Bitcoin, ils sont pas sur des paniers de crypto. Avant de venir sur Ripple, d'ailleurs, je vais vous montrer ici la raison vraisemblablement du pump, en plus de ce dont on a parlé depuis quelques temps, à savoir les nouveaux ETF spot, c'est EDX Market. Alors qu'est-ce que c'est EDX Market? Eh bien, c'est un nouvel échangeur, US bien évidemment, donc un échangeur crypto qui est soutenu par des grosses institutions financières. Donc on le voit ici, on a Fidelity Investment, on a Charles Schwab, on a Citadel Securities, et donc vous le comprenez, ça va permettre à ces institutionnels de s'investir en crypto d'une façon très similaire à ce que font du coup les investissements dans la finance traditionnelle. Donc on va avoir, on le voit en deuxième partie ici, déjà des systèmes de compensation, donc c'est le fameux clearing, je ferai sûrement des vidéos spécifiques à ça, mais là vous voyez, on est vraiment dans des termes et dans des fonctionnements qui sont propres aux banques et aux institutions financières. Donc c'est très sain, hein, d'avoir des entités en fait intermédiaires, hein, qui permettent de gérer les fonds, de faire des transactions, etc., etc. Mais voilà, on arrive vraiment dans ce monde-là, et du coup, on a pour le moment 4 paires de trading, vous voyez, c'est très très peu. On a 4 cryptos. On a le Bitcoin, on a l'Ether, Bitcoin Cash, vous voyez, donc un fork, et Litecoin, donc encore un fork. Donc vous voyez, c'est essentiellement des projets orientés sur le Bitcoin, des trucs très très safe, donc à voir. Je peux vous dire qu'à chaque fois que EDX Market va lister des projets crypto, par exemple s'il liste Matic, il va y avoir des mouvements des mouvements là ici, hein, sur la map. Ça me paraît évident. Donc ça c'est quand même la grosse news à pas zapper. C'est peut-être cet élément-là le plus important quand même, hein, qui je pense marque un premier point. À voir après ce que la SEC dira au niveau des cryptos listés, etc. Mais là pour le moment on est sur de la grosse news quand même. Maintenant que ça s'est dit, effectivement, on va revenir sur Ripple, qui lui va faire un tour à Singapour. Voilà. Il obtient sa licence parce que la réglementation, ça marche bien, parce que c'est quand même une bonne porte d'entrée pour tout ce qui est marché asiatique, même si on a vu qu'il y avait aussi Hong Kong. Et du coup, il a obtenu l'accord de la régulation singapourienne, donc c'est super bien pour Ripple, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment pas mal. Et du coup, encore une fois, on est sur des choses assez positives. Par contre, ça parle potentiellement aussi de MNBC. Donc là, encore une fois, on est sur des avis partagés. C'est-à-dire, chacun a son avis là-dessus. Est-ce que c'est bien et ça permet du coup, donner de l'intérêt aux crypto, ou est-ce que on arrive dans ce monde archi contrôlé et où tout le monde, enfin, où plutôt les entités étatiques vont pouvoir contrôler avec une grande facilité nos transactions. Voilà. Les deux aspects rentrent en compte, mais en tout cas, Ripple, lui, il est dedans. Ce qu'on peut voir aussi, c'est Tether et Bitfinex. Là, on est sur un point qui va être intéressant, qui vont donner du coup 100 000 $. Donc, c'est pas non plus énorme, mais c'est un beau billet pour le développement en fait on a le nom ici de Cubes OS, et en fait, c'est un système d'exploitation qui apparemment est extrêmement
sécurisé, ou en tout cas qui vise à le devenir, et qui est open source. Donc ça, c'est un point qui est bon quand même. Vous voyez, c'est open source, donc c'est pas du tout négligeable. Système d'exploitation, pour rappel, en fait, c'est tout simplement Windows 11, c'est la version d'Apple que vous avez, enfin du système d'Apple que vous avez sur vos MacBooks, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement important, et apparemment QBS qui est vraiment mis en avant pour sa sécurité, et le fait qu'il est open source, donc complètement libre et gratuit. Donc pour le coup, j'y vois du très bon, tant que bien évidemment Tether et Bitfinex ne viennent pas à contrôler ce qui se passe ou à capter les données de QBS. Voilà. Il faut évidemment qu'il n'y ait pas ce genre de choses-là. Mais du point de vue que j'ai, ça semble être très positif, donc plutôt de la bonne nouvelle. Et maintenant que ça s'est dit, donc on a vu l'alcool season, donc on va parler un peu graphique. On voit que clairement Bitcoin est devant, il n'y a pas de doute. En même temps, on a vu, il a pris 20%, c'est complètement fou. En termes de volume, on est monté à 30. Alors vous voyez là, il y a quand même deux belles résistances, elles sont blanches, il y a beaucoup de volume. Donc là, c'est vraisemblablement des gens qui vendent, hein. Donc ici au 30 000, ici au 31. Voilà, on commence à avoir les premières grosses résistances en termes de volume sur Bitcoin. On voit par contre que là, ça a beaucoup acheté, hein, depuis du coup hier. Les gros portefeuilles, encore une fois. Donc ceux entre 100 000 et 1 million, et les 1 million tout 10 millions. Donc vraiment les plus grosses strates, hein, en termes de taille de portefeuille, en termes de volume d'achat. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'on arrive potentiellement sur un plateau. Peut-être une fin de hausse, ça se réfléchit. Donc là, c'est Bitcoin en vue mois. Donc si on enlève mes dessins, on a effectivement toute cette correction-là au long de 2022 jusqu'en décembre. Et là, on voit que 2023, effectivement, on a cette magnifique hausse en janvier, en mars. Et là, potentiellement en juin, on a un redécollage. Mais en fait, on est quand même sur un plateau. On voit qu'on est capé au 30, 31, ce qui correspond largement avec ce qu'on a vu ici. Et je vous propose qu'on aille voir, du coup, en vue weekly, il y a quand même un certain nombre d'éléments intéressants. Déjà, au niveau du RSI, on a bien rebondi. Donc on est encore à 60, théoriquement on a de la marge avant d'être en survente, hein. Le survente est estimé autour des 70, voire au-delà. Ici, vous voyez qu'on a rebondi dessus, hein, au niveau du 10 avril. On a touché tout juste et on est descendu pendant un moment, hein, pendant presque 2 mois du coup. Là, potentiellement, les deux scénarios sont possibles. Soit on explose, c'est un scénario qui est envisageable, hein. Vous voyez, ça pourrait être considéré comme une hausse, un bear flag, une hausse, un bear flag. Là, on peut avoir une hausse, un bear flag et une hausse, donc potentiellement une correction. Mais il y a une autre vision qui est en fait celle de la figure chartiste du double top. Donc vous voyez, on a les résistances ici, hein, que j'avais tracées il y a déjà un moment. Donc on arrive sur cette zone ici, hein, des 30 000 tout simplement. Et on a en fait je prends mon crayon, ce double top potentiel là. Ça c'est possible, hein. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à passer cette zone-là, bon, déjà il faut voir la clôture weekly, donc dimanche soir et peut-être la semaine d'après, ça peut faire ça en fait. Donc on peut retourner beaucoup plus bas, on peut retourner par exemple sur les bas de bougie ici, au niveau des 21-22. C'est pas du tout exclu sur une vague de nouvelles qui serait moins bonne, sur une réhausse des taux, sur la SEC qui fait des siennes, sur un été un peu mou, c'est possible. Donc moi j'ai les deux scénarios qui me vont, hein. Si on fait du coup ce scénario de baisse, moi je rachète ici, vous le savez, en dessous des 22, parce que moi j'ai acheté à 22 500, donc j'attends vraiment qu'on aille plus bas. Ou alors, si on pump, écoutez, moi ça me va très bien, je vends sur les 45. C'est ça que je vais viser comme target pour un rebond. Ça c'est vraiment l'autre scénario qui me va également très bien, où on monte jusque là et on redescend après. Aucun problème avec ça, les deux me vont. Par contre, dans la situation actuelle, du coup, je ne fais rien. C'est-à-dire que là, actuellement, sur les 30 000, je ne vais pas aller acheter, ça ne m'intéresse pas. Vous l'aurez compris. Donc voilà, globalement, hein, ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas aller en vue daily ou plus court terme parce que c'est pas des analyses qui m'intéressent pour le moment. J'ai rien à y faire. En l'état actuel des choses, c'est trop tard pour acheter et c'est trop tôt pour vendre. Voilà mon point de vue. Donc ça conclut la vidéo. Merci de m'avoir écouté.